Bonjour à toutes et à tous. Alors bon, je vais faire un topo un peu iconoclaste par rapport à tout ce que j'ai entendu avant, mais je pense quand même qu'il se raccroche à tout ce que vous avez dit. Parce que j'ai cru comprendre, il y a un intervenant qui a dit, bon, bah, il faut pas rentrer dans la santé, l'évaluation des produits avec les visées sanitaires, parce que la réglementation, etc. Mais c'est peut-être quand même une voie de sortie des produits dont nous parlons. Euh, donc, moi, je vais quand même vous présenter très rapidement notre unité. Notre unité elle s'intéresse au métabolisme. Donc, c'est très général. Les métabolismes, quand ils sont équilibrés, vont permettre un bon état de santé. C'est valable chez l'homme, c'est valable chez les animaux. Et lorsqu'ils sont déséquilibrés, ça va être à l'origine de pathologies avec plein de manifestations qui vont produire des lésions. Et bah, on est quand même dans une unité à composante INSERM et universitaire santé en plus de l'INRAE. Et on a pour objectif bah, de favoriser le bon état de santé et d'éviter de basculer vers la partie basse, sachant que les éléments qui vont contrôler l'équilibre, bah, c'est la génétique, ok, c'est la nutrition, tous les nutriments que vous pouvez imaginer, et c'est le comportement que vous avez vis-à-vis de la nutrition, vis-à-vis de l'activité sportive. Voilà. Donc nous, notre mission, c'est de préciser le rôle de ces facteurs, d'évaluer les conséquences fonctionnelles et enfin d'obtenir des marqueurs diagnostiques, des moyens thérapeutiques et la prévention. Alors là, on est loin des produits. Donc il y a trois équipes qui constituent l'unité, mais c'est important parce que vous pouvez y voir des choses pour d'autres sujets. Une équipe qui travaille sur le comportement alimentaire, une équipe qui travaille sur le stress exogène, endogène. Donc là, on est plus proche déjà de ce que vous pouvez imaginer, avec la notion de plasticité des réponses, de pathologie, de prévention, de traitement, et une équipe qui est plus focalisée sur les métaux, leur rôle en pathologie, et puis la façon dont éventuellement ils peuvent être utilisés pour traiter, ce qui n'est pas négligeable. Bon, les moyens qu'on peut mobiliser, les modèles et les méthodes, les modèles in vitro, on va y revenir, 2D, 3D, organoïdes, des modèles in vivo, les rongeurs, le porc, et puis on réalise des études cliniques dans le cadre de services cliniques du CHU de Rennes qui sont avec des praticiens hospitaliers et des PUPH qui sont affiliés à l'unité. Donc on touche à la nutrition, on touche à l'imagerie, aux études métaboliques, à la microbiologie, la vectorisation, donc ça c'est vraiment loin de vos préoccupations, et puis la notion d'intégration de données. On a accès à des plateformes dont certaines sont pilotées par l'unité, on va en reparler, et puis on travaille en lien avec les plateformes du site, qu'il s'agisse de plateformes universitaires, INRAE ou INSERM. Alors, identifier les molécules d'intérêt pour la santé humaine dans les coproduits. Alors, quand Françoise, qui s'est absentée, m'a confié le sujet, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien raconter? Je lui ai dit, mais t'es vraiment sûr que tu veux entendre parler de ça? Parce que ça va peut-être pas fitter. Alors, pour la santé humaine et les coproduits, vous en avez beaucoup parlé depuis le début de la matinée. C'est tout ce qui est autour de la nutrition, source de protéines et autres éléments. Et puis il y a un deuxième élément, c'est les molécules bioactives. Donc ça, c'est plus mon domaine en personnel. Et les molécules bioactives, elles sont partout. Alors on va faire un peu d'histoire. Alors c'est pas vraiment des coproduits, mais quand même, la cyclosporine. La cyclosporine, c'est des sources de champignons qui ont été trouvées dans la terre, produisent des choses. On teste ce qu'elles peuvent réaliser. C'est Sandoz qui teste ça et qui trouve qu'il y a un effet immunosuppresseur. On identifie la structure chimique. Ensuite, elle est agréée par l'administration des médicaments américaine, la FDA, et c'est aujourd'hui un médicament immunosuppresseur de référence pour la prévention du rejet. La digitaline, c'est plus vieux encore. La grande digitale que vous voyez peut-être, non pas par la fenêtre, mais ça pourrait.
Cristallisation, purification d'un composé en 1868, traitement, insuffisance cardiaque et certains troubles du rythme cardiaque. Et là, on commence déjà à aborder, il y a des notions de toxicité qui ont été dites tout à l'heure. On commence à aborder le problème de la dose, le problème de la nature de la molécule, etc. Et vous connaissez tous Agatha Christie, Miss Marple, avec des meurtres à la digitale. Il y en a au moins deux dans ses œuvres. Et puis, plus proche de nous, parce que moins connu au moins dans nos régions, le fougou. Donc, identification d'intoxication sévère, paralysie respiratoire, mort, qui nécessite une préparation spécifique, avec notamment exclusion du foie, des ovaires, des intestins et de la peau, parce que à l'intérieur de ces éléments, vous pouvez trouver de la tétrodotoxine, puissant toxique qui va inhiber la fonction respiratoire. Et la question se trouve posée, est-ce que cette molécule qui vraiment on ne veut pas, ne peut pas être utilisée comme médicament? Et en fait, il y a des publications qui commencent à sortir. Bon, Nature Communication, c'est une très bonne revue scientifique, hein, vraiment très très bonne revue, qui combine des polymères et de la tétrodotoxine pour contrôler la dose et éventuellement utiliser ça, notamment en anesthésie. Alors là, c'est local, mais ça a même été proposé en anesthésie générale. Alors, j'ai pas recherché spécifiquement de papier là-dessus, mais c'est aussi efficace que les opiacés dans ce cas-là. Mais surtout, ça ne confère pas de dépendance. Donc, il y a des pistes qui peuvent être travaillées là-dessus. Alors, on est loin du produit initial. Hein, je suis bien d'accord. Alors, à partir de quel produit? Les produits bruts, vous en avez parlé dans la matinée, notamment Dominique Bonnier d'Idémer, le produit, les procédures HCCA, je crois, etc. Et puis le produit travaillé. Alors, travaillé, je pensais à extraction, concentration, purification, transformation, c'est un mot qui a été utilisé tout à l'heure, qui est plus adapté. Et ce produit travaillé peut peut-être permettre de nous dégager des éléments pour la valorisation. Alors valorisation que de mon côté on peut imaginer de deux façons. C'est la masse de ce qui est produit qui va représenter un capital entre guillemets pour la valorisation, ou au contraire c'est l'activité biologique de ce qui est produit qui est tellement particulière qu'elle représente un... Donc en fait c'est la valorisation de la tonne et du microgramme. C'est à l'opposé. Alors c'est certain quand on s'engage dans la valorisation vers le microgramme, il y a tout un tas d'étapes intermédiaires qui sont voilà, mais c'est quelque chose qui à mon avis doit être envisagé, doit être discuté. Alors de toute façon, quoi que vous fassiez, votre coproduit et la molécule éventuellement purifiée, il faut le tester. On a entendu parler de fermentation, de mycotoxines, etc. Donc il faut être capable d'identifier si votre produit va être bénéfique, ça vous avez des éléments pour le dire, mais s'il ne va pas avoir des effets délétères qui vont complètement interdire son utilisation en effet bénéfique. Alors, tester l'efficacité, donc le criblage, on en a parlé tout à l'heure, avec un effet biologique qui doit être recherché, c'est-à-dire que vous cherchez l'effet biologique, la protection cellulaire, l'antioxydant, une amélioration métabolique, énergétique, lipides, protéines, glucides, et puis une qualité nutritionnelle. La tolérance, et ça pour moi c'est quelque chose de très très important, c'est rechercher les effets secondaires qui fait qu'en fait faut pas suivre la piste. Et en fait c'est presque en parallèle que doivent être effectuées ces deux recherches, parce que si vous travaillez 3 ans sur l'efficacité pour arriver à quelque chose qui marche pas, parce qu'il est toxique sur un autre organe, etc., ça pose problème. Alors pour faire ça, il y a plusieurs possibilités, travailler chez l'homme et la femme. Mais bon, c'est complexe. Généralement, il y a quand même des étapes préalables. Les étapes préalables, immédiatement, on imagine des modèles animaux. Mais ces modèles animaux, vous savez qu'ils n'ont plus le vent en poupe. Voilà, et qu'on va bientôt devoir probablement, au moins dans 99% des cas, abandonner ce type de modèle. Et puis les modèles in vitro, donc les modèles cellulaires, humains et animaux. Et en fait, je voudrais vous donner quelques spécificités de ce qu'on réalise au niveau de l'unité. Dans les modèles cellulaires, alors il y a des lignées, il y a des cellules primaires d'origine animale, humaine,
Et on peut faire des modèles en culture en 2D, en 3D, en particulier des organoïdes, avec ici un organoïde qui mime un petit foie avec, en fonction de la couleur, vous voyez, c'est des types cellulaires qui sont différents. C'est-à-dire qu'on associe la fonction de différentes cellules au sein de ce mini-organe et on peut tester des choses. Par exemple, là tout à l'heure vous avez parlé du valproate, ou quelqu'un a parlé du valérate. Donc voilà, on peut analyser des paramètres métaboliques, des paramètres de toxicité sur l'ADN, voilà, vraiment beaucoup de choses. Toxicité, infection, et on peut travailler chez le porc, le rongeur, le poulet, grâce à des projets le poulet qui ont été soutenus par le Carnot, et chez l'homme, bien évidemment, sur des cellules d'origine humaine, et on a une plateforme qui permet d'envisager des discussions pour voir quelle est la piste idéale. On dispose aussi de modèles de muqueuse intestinale. Alors, les organoïdes en 3D, c'est compliqué sur certains aspects sur intestinal, mais ça peut se faire. Par contre, on peut faire des modèles en 2D avec des activités de transfert. Donc, si vous voulez voir l'activité d'un composé que vous placez dans les nutriments d'un côté apical sur le comportement des cellules digestives et sur le transfert vers le plasma, ben, c'est des choses qui peuvent être réalisées. On peut aussi analyser les interactions entre l'hôte et les bactéries, en particulier celles du tube digestif. Et cribler ainsi l'effet biologique de bactéries et de molécules. Métaux essentiels et contaminants, là on entend depuis longtemps parler de contaminations diverses et variées, bon les PFAS, etc. Puis il y a les métaux. Donc là le cadmium est en haut de l'affiche, d'accord. On a travaillé depuis des années sur la quantification de métaux. Alors la quantification de métaux, elle peut se faire un par un, c'est-à-dire vous cherchez le métal et puis c'est oui, c'est non. Et puis elle peut se faire de façon plus globale par l'utilisation de profils. Et pour vous montrer l'efficacité de ce type de démarche, dans un cas de patient, en l'occurrence, il y a eu une suspicion de toxicité d'un métal et l'arsenic a été évoqué. L'arsenic a été recherché, pas d'arsenic. Par contre, beaucoup de plomb. Donc, pour des gens qui développent des produits destinés à la nutrition animale, humaine, etc., cette capacité de détecter par un screening qui reste semi-quantitatif, mais qu'ensuite vous pouvez confirmer par du quantitatif, est quelque chose d'important en termes de sécurité sanitaire. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais dire et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.